pour débuter cette deuxième journée. Effectivement, on est très content de la première. On pense que vous êtes assez content de la première. Plus de 6000 tweets échangés sur cette première journée. Donc c'est vrai que c'est un record. Oui, d'ailleurs, on rappelle pour tweeter en direct, hashtag UpForum. Voilà, qui va apparaître prochainement. Et on est diffusé en live en même temps sur le site. Voilà, sur upforum.com, europe1.fr et nos différents partenaires du streaming. Donc ce matin, effectivement, l'idée un peu comme l'année dernière, c'était de partager un peu les sujets d'actu autour d'Internet et puis globalement des faits de société. Donc je pense qu'on aura l'occasion de reparler des pigeons, de parler de l'info de ce matin sur Renault. Et puis voilà, donc on va commencer par Laurent, puisqu'il a sa chronique à 8h15 ce matin sur Europe 1. Donc tu es le plus aware de ce qu'il y a dans les journaux, quoi. Voilà. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En gros, moi je pense que le premier sujet sur lequel tout le monde peut converser, c'est la suite des pigeons, quoi. C'est-à-dire quel impact sur le web. Il y a une tribune qui a été publiée chez toi. Vous avez quand même sur French Web pas mal couvert. Merav, elle a vu les enjeux. Pour les marques, toi, c'est assez intéressant. Et sur Europe 1, vous avez quand même aussi pas mal couvert le sujet, quoi. Ouais, on a couvert le sujet. C'est vu de ma fenêtre web, puisque je dirige les sites d'infos de la Gardère Active. C'est au-delà du fait que c'est un contenu intéressant, partagé, bien viralisé et bien organisé. Je rentre pas sur le fond du sujet, mais sur la façon dont le retentissement s'est opéré sur l'actualité numérique. Ça a été pour nous, vu de notre fenêtre web dans les organisations type Europe 1, aussi un message assez intéressant qu'on est capable de faire passer, c'est-à-dire qu'une info qui arrive, alors de façon plus ou moins, encore une fois, structurée, organisée, mais ça je ne reviens pas là-dessus, c'est globalement quand même une info qui arrive par le numérique, par une page Facebook, par une mobilisation numérique, s'impose en quelques heures, 2 jours, comme un fait politique majeur. Et ça, c'est intéressant parce qu'en tant que journaliste numérique, c'est un peu quelque chose d'exemplaire. Ça peut paraître formel et un peu marginal par rapport au fond du sujet, mais encore une fois, vu de ma petite casquette, c'est très très intéressant. De 40 000 fans à un vrai impact sur le gouvernement. Richard, ton point de vue par rapport à French Web et la couverture, parce que tu as été acteur aussi un peu de la chose. Vas-y. Allô ? Ouais, c'est bon. Okay. Donc, moi, je vais aller sur le fond justement pour compléter ce que disait Laurent. Le phénomène des pigeons, je veux dire, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et ancien que cela. C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs années que on vit, disons, les entrepreneurs vivent un grand nombre de difficultés dans l'accomplissement de leurs projets. C'est-à-dire que depuis plus d'une dizaine d'années, on a un schéma fiscal qui change en permanence, c'est-à-dire qu'au quotidien, on a de nouvelles règles, à la fois sur le social, à la fois sur le mode de fonctionnement, qui font que ça devient de plus en plus compliqué de se projeter dans l'avenir. Et je pense que là, on est arrivé à un point qui était un petit peu ultime et qui a fait exploser un petit peu la soupape et qui s'est traduit d'une manière virale assez forte. Et toujours pour aller sur le fond, je pense qu'il y a vraiment eu un loupé sur le plan gouvernemental. Je pense qu'il y a vraiment eu une façon d'appréhender ce mouvement d'une manière totalement distanciée, sans essayer de comprendre et de le jouer partisan. C'est-à-dire que très très rapidement, on a vu des contre-feux s'ouvrir de manière à justement essayer de contrebalancer, alors que je pense qu'aujourd'hui, ce qui aurait été une bonne approche aurait été justement de dire « Ok, on entend un message, on ouvre une discussion et on va un petit peu plus loin sur le sujet pour sortir de l'émotion, sortir de la discussion d'épicier, parce que c'est vraiment de ce niveau-là que les discussions ont pu se développer aujourd'hui, alors que justement, c'est beaucoup plus large que ça, ça dépasse la question de la fiscalité, ça va justement, c'est qu'est-ce que l'entreprise aujourd'hui peut apporter à notre société et quel rôle elle doit jouer en tant qu'acteur. Freddy ? Au-delà du fait que je suis un grand fan des pigeons, d'ailleurs, rien de dire, je suis un grand fan des pigeons, je trouve que c'est assez drôle. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de regarder, quand on voit ce phénomène, c'est de se dire qu'on est arrivé dans un moment où l'esprit digital est arrivé même au niveau non seulement politique, mais au niveau
les plus hauts des couches sociales finalement avec les entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est pas le MEDEF qui a poussé, c'est pas le MEDEF qui a pu le pousser. S'il l'avait fait, ils auraient été vus comme étant les méchants patrons qui poussent. Mais c'est une manière de faire qui dit on peut le faire avec un sens de l'humour. Ça s'appelle les pigeons quand même, ou les jonquilles. Voilà, c'est pas, on s'appelle pas quelque chose de sérieux. Et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné du coup. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement qui s'est créé juste pour ça, qui a dépassé complètement toutes les organisations patronales et qui n'a pu marcher que parce qu'elle a dépassé les organisations patronales. Donc il y a des vraies leçons à apprendre, je pense, dans la manière de fonctionner, mais qui était elle-même très entrepreneuriale aussi dans la démarche. C'est intéressant. Alors, de l'info purement digital, French Web, mainstream, européen, comment ce basculement, tu l'as observé en fait? Mais justement, je voulais juste rebondir sur le loupé gouvernemental. C'est vrai, mais en fait, c'est là aussi le symptôme d'une incapacité globalement des corps intermédiaires à mettre les bons capteurs aux bons endroits, tout simplement. C'est-à-dire que cette lutte sociale, entrepreneuriale, politique, elle a émergé globalement dans le champ digital et l'appareil de communication, l'appareil politique a énormément de mal aujourd'hui à sentir ces choses-là arriver, à les sentir au bon moment, au bon endroit, à la bonne vitesse. Et pour le coup, c'est tombé sur ce gouvernement-là, mais je pense que tout parti, tout corps intermédiaire, tu parles du MEDEF, tout corps intermédiaire syndical ou politique, aujourd'hui est victime de ce genre de choses. Et pour le coup, moi, en tant que journaliste, je l'observe. Dans mes fonctions et dans mes organisations, nous aussi, on se rend compte de ça. Et c'était le sens de ma première remarque. C'est-à-dire qu'on a parfois encore du mal à faire comprendre qu'une mobilisation numérique vaut parfois autant, peut-être même parfois plus qu'une mobilisation traditionnelle, physique, de type grève. Voilà, et donc l'accident de communication, il est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste un ministre qui s'est planté ou qui n'a pas bien senti les trucs. C'est globalement la politique qui a énormément de mal à sentir ces choses-là. Donc ça peut se reproduire et ça va se reproduire. Bien sûr, et ça se reproduira partout, tout le temps. Ok, c'est un truc. Grave. Bonjour, pour apporter un angle de vue totalement différent. Quand j'entends ce type de phénomène, ça fait écho avec une préoccupation constante au sein des entreprises. En tant qu'avocate, on nous soumet ce nouveau pouvoir, ce nouveau moyen de pression, qu'il vienne du consommateur, du public, et donc porter atteinte à l'image de la marque, ou en interne avec les syndicats également qui vont s'approprier ces nouveaux moyens de pression et obtenir également gain de cause ou porter atteinte à la communication interne de l'entreprise. Et justement là-dessus, je pense que ce que ça montre quand même, j'ai entendu beaucoup parler hier de la révolution du numérique, ce qui me dérange beaucoup parce que pour moi la révolution c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui on est et les pigeons montrent que c'est vraiment juste quelque chose qui se passe tous les jours. Mais ce que ça montre quand même, c'est une différence fondamentale entre d'un côté les gens qui sont en haut dans la politique, les gens qui sont dans beaucoup d'associations qui représentent donc d'institutions ou de grandes entreprises comme tu dis. Et il y a une vraie différence entre les gens qui vont vivre dans le digital, qui vont comprendre cette manière de penser, cette manière de réagir et de bouger tous les jours, et les gens qui sont aux commandes. Et c'est aujourd'hui le vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a un décalage qui se fait, qui est aujourd'hui profond entre les dirigeants et la majorité des gens qui vivent. C'est pas forcément être tous les jours sur Twitter, Facebook, etc. C'est juste avoir l'esprit digital. Parce que c'est devenu aujourd'hui une manière de penser. Donc ça a changé nos comportements, et on le voit, et le pigeon en est une démonstration. On a changé les comportements, on ose s'attaquer aux gens, on n'a pas besoin qu'on nous donne le hockey pour le faire, et on peut le faire d'une manière beaucoup plus efficace qu'en descendant dans la rue, comme tu disais. Ouais, non, effectivement, c'est la première crise, c'est une des premières crises vraiment importantes, et c'est assez intéressant de voir comment 40 000, 10, 20, 30, 40, 60, 80, peut-être 100 lundi prochain, ont pu bouger, et de la rapidité de cette montée. Sur le lab, vous avez observé... Ce que subit, excuse-moi, aujourd'hui le gouvernement, c'est rien d'autre que subissent les start-up ou les grandes entreprises du CAC 40 au quotidien, et ce qui constitue leurs préoccupations. Et pour le coup, effectivement, elles ne nient pas ces phénomènes, elles les intègrent complètement aujourd'hui, et c'est ce que doit faire, je pense, le gouvernement. Ouais, non, c'est clair.
Vas-y, ouais. Tu vois de plus en plus sur le lab. L'une des fonctions du lab d'Europe 1 qui est un Tu peux donner des stats, tout ça, le lab où vous en êtes et tout. Le lab d'Europe 1, c'est ça dépend des mois, entre 4 et 500 000 visiteurs uniques Nielsen pour un site qui a été lancé en janvier 2011. Ouais, c'est super. 2012, pardon. Ça paraît déjà tellement loin que ça va trop vite. Donc c'est un super succès parce que, personnellement, c'est un bébé dont je suis très fier. Et qui a vocation justement, dans le champ de l'information et dans le champ d'une rédaction traditionnelle, de montrer comment l'information se fabrique sans doute de façon complètement différente. Alors évidemment, pour plein de personnes qui travaillent dans des pure players, dans des startups, c'est l'évidence, mais voyez bien que quand on implante ce genre de projet au cœur d'une rédaction analogique, ça peut perturber beaucoup. Et en l'occurrence, c'est le cas. C'est-à-dire que nous, on applique au champ de la politique politicienne et de l'information politique ce qu'on peut vivre dans le domaine économique avec les pigeons. C'est-à-dire que l'info, elle naît, alors l'info petite ou grande, le buzz débile ou l'information majeure, elle naît aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors depuis l'affaire du tweet de Valérie Trierweiler, c'est vrai que la vertu pédagogique de cette histoire à l'intérieur de la rédaction est évidente. Tout le monde a compris qu'il se passait beaucoup de choses et souvent à portée politique majeure sur les réseaux sociaux. Mais l'appliquer au quotidien dans une rédaction grâce à un site comme ça, moi, ça me paraît essentiel aujourd'hui dans un projet éditorial global. C'est-à-dire faire s'approprier par des rédactions, par un service politique par exemple, un projet comme ça, c'est essentiel pour les 5 à 10 ans à venir. Aujourd'hui, sur le Lab, tous les jours, on sort des trucs alors qu'on a chopé sur Twitter ou sur Facebook qui servent à la rédaction et qui sont récupérés entre guillemets par le service politique d'Europe 1. Ouais, vous êtes vraiment parfois en co-création, quoi. C'est vraiment du crowdfunding, du crowdsourcing. Mais implanté dans la rédaction, alors physiquement à côté de la rédaction. Enfin, je ne veux pas vous faire les plans du 26 bis rue François 1er, mais enfin si, c'est quand même essentiel. C'est-à-dire que là où la rédaction d'Europe 1.fr est au cœur, sur le même plateau, dans le même open space qu'Europe 1 Radio, le lab est juste dans la pièce à côté. Donc ils ont la même machine à café et c'est là qu'ils travaillent et qu'ils échangent. Ils échangent. Mais la géographie est toujours extrêmement importante dans les entreprises évidemment. Et donc cette fertilisation entre un petit site qui a les 2 pieds et tout le reste dans les réseaux sociaux et un fonctionnement d'information politique plus traditionnel, analogique, ça, c'est quelque chose qui, au bout de maintenant 9 mois, commence à donner vraiment des très très beaux résultats. French Web, vous êtes structuré comment Alors, beaucoup plus gros qu'Europe 1, puisqu'on est 10. Je blague. Le lab. Donc, nous, la structure de French Web en tant que telle, elle est totalement différente parce qu'on est tout petit. On est une dizaine de personnes. Il y a 5 personnes qui sont dédiées au contenu. Donc, c'est la majeure partie de notre équipe. Tous les contenus d'ailleurs qui sont produits par French Web sont en grande majorité, c'est-à-dire à plus de 90% édités par nous. C'est-à-dire qu'on source nos informations et on les construit directement en propre, c'est-à-dire qu'on ne s'alimente pas auprès d'agences ou en termes de répétition. Et ça, c'est un axe de développement qui est très important pour nous, dans le sens où ce qui intéresse nos lecteurs, c'est non pas la dernière application iPhone SushiShop, mais plutôt quelle était la problématique de SushiShop en tant que telle, quelles étaient les options qui ont été retenues et le chemin qui a été parcouru par cette société dans le domaine. Donc du coup, on a une rédaction qui est plus dans le décryptage sur le fond que sur la simple hot news, hein, ce qui veut dire qu'on est un petit peu contraint de l'internaliser. Freddy, j'avais une question comme market, c'est d'un côté les pigeons, de l'autre la création de contenu. Est-ce que tu as déjà des clients qui t'ont dit je veux la même chose, faites-moi du buzz La même chose que les pigeons. Oui, comment ils ont fait Ça fait des années qu'on fait les mêmes choses que les pigeons. Mais j'imagine. On tente de faire la même chose que les pigeons. Ouais. Avec une différence, c'est que les pigeons, ça vient des gens, il n'y en a rien à vendre. Ouais. C'est-à-dire que ça ne cherche pas à vendre. Si ça Ouais. cherche à vendre, ça a un produit, oui, effectivement, qui est le changement de la loi. Mais là où c'est intéressant, c'est que si on regardait ça comme une entreprise, on se dirait,
oh mon Dieu, je suis au MEDEF, c'est catastrophique, on s'est fait dépasser par les pigeons. Non, moi je pense au contraire que c'est extrêmement positif. Et c'est là où aussi il y a un changement de mentalité, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver des mouvements comme ça qui dépassent des grandes organisations ou qui sachent dépasser des grandes entreprises. Donc beaucoup du travail qu'on va faire sur des clients, c'est créer finalement des produits de consommation qui arrivent à dépasser et à vivre bien avec la marque. Tu as un truc de Red Bull ici. Il y avait la chute de... Comment ça s'appelait, l'astronaute qui a sauté pour dépasser la vitesse du son. Ce produit-là dépasse juste la marque Red Bull. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une association qui est normale et faite avec Red Bull, mais parce qu'elle arrive à le dépasser, elle devient intéressante pour le public. Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire si on essaie de vendre du contenu qui est 4, 5, 6 minutes de contenu d'une marque et uniquement là-dessus, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'y intéresser. Il y a quelques marques qui peuvent le faire, notamment des marques dans le monde très premium ou de luxe, parce qu'elles ont naturellement une attirance, mais il y a un moment où même ces marques-là doivent arriver à se dépasser elles-mêmes pour avoir des valeurs ou quelque chose à communiquer qui va intéresser les gens et leur apporter. Donc c'est au-delà simplement de vendre du produit, on vend du produit en offrant une expérience intéressante. Ouais. D'accord. Effectivement, non, c'est vrai que dans les 2-3 news qu'on suivait ce matin, c'était l'actu sur Couf, Fnac, avec le fait que deux sociétés, une qui est introduite en bourse et l'autre qui est en liquidation, c'est quand même vraiment des étendards. Voilà, c'est des choses, c'est des initiatives qui ont été quand même très connues en France. Quel impact? Enfin, c'est vraiment, c'est le e-commerce, ça pose beaucoup de problèmes en fait. Voilà, donc. Le problème qu'il pose, c'est ce qui est vendu. Tu remarques que c'est des entreprises qui vendent des produits de culture, notamment, ou qui ont été basées, en tout cas pour la Fnac, sur des produits de culture, qu'aujourd'hui tu consommes soit gratuitement, soit d'une manière piratée, soit à travers des outils qui sont beaucoup plus adaptés au monde. Parce qu'en même temps, tu as les 100 millions et Deezer. Bien sûr. Là, c'est quand même intéressant. Au moment où Fnac est sur des problèmes, Deezer, au contraire, lève 100 millions de francs, la plus grande levée de fonds en France, avec un système qui continue à évoluer. C'est ça qui est important. On est sur des entreprises qui changent radicalement tout le temps. C'est-à-dire que le produit Deezer aujourd'hui n'est pas le même du tout de celui qu'on avait à 2 ans. Il s'est réellement mis au social, c'est-à-dire de pouvoir partager les playlists d'amis, etc., fait que l'expérience sur Deezer est meilleure et il sera encore plus différent dans 1 ou 2 ans. Il y a des applications qui sont en train de se créer. Il y en a une qui a été faite par Be My App, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais si vous êtes sur Deezer, je vous encourage à aller la télécharger, qui a été faite donc en un week-end dans le système Be My App, qui est absolument extraordinaire pour pouvoir mêler vos listes de lecture, iTunes, tout ce que vous pouvez avoir acheté et le mettre sur Deezer. Donc il y a encore toutes sortes de choses qui peuvent devenir encore meilleures. Et bien sûr, ça pose un vrai problème aux entreprises qui étaient Click et Mortar parce qu'elles sont venues trop tard. Donc elles sont non seulement venues trop tard, mais elles sont surtout venues sans y mettre cet esprit digital. Donc si on y vient juste en disant je vais venir pour pouvoir vendre de la musique, c'est un problème. Et c'est là où le digital est compliqué finalement pour beaucoup d'entreprises qui viennent d'un monde plus classique, c'est que ça demande un état d'esprit qui est très différent et qui commence par d'abord créer, c'est pas tellement un produit, c'est un service. C'est-à-dire qu'on regarde plus juste des produits, on se dit aujourd'hui je peux créer des services, notamment grâce à la data, notamment grâce au social, et ça transforme complètement ce que je vends. La modernisation des contenus, c'est une problématique, j'imagine, pour la Gardère Active aussi. Où vous en êtes? Mobile, web, iPad. Qu'est-ce qui se vend? Est-ce que ça se vend? Le problème n'est pas tellement différent quand on fabrique de l'information. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos magasins, c'est nos sites internet, notre site internet, on peut dire ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus réfléchir comme ça. Y compris quand on est journaliste numérique, quand on dirige des projets numériques, il faut arrêter de se dire qu'on fait un site internet et tout va bien. Enfin, c'est comme si on disait l'important c'est d'avoir des beaux rayons, des beaux volumes, et puis ça va se vendre. Non, mais ça c'est une révolution à faire aussi. Moi je suis journaliste donc sur internet, c'est une révolution à faire dans le cerveau des journalistes numériques eux-mêmes. C'est-à-dire que tout le monde est condamné. Enfin, c'est une belle condamnation à évoluer, à changer tout le temps. Le changement, c'est tout le temps, comme tu dis, dans les entreprises classiques, mais aussi sur le web. Et Deezer en est un très très bon exemple. Quand on fait de l'information numérique aujourd'hui, on a un site internet, mais c'est un parking superbe. Mais on doit réfléchir, y compris quand on fait de la radio, à la distribution de nos vidéos, ce qui est au moins aussi important que de se dire comment je vais remonter un peu mieux dans Google Actu.
Et donc là, on est dans une problématique de distribution de contenu qui est un problème de grande distribution. Voilà, mais c'est replacer le cœur de la stratégie de façon un peu différente de ce que c'était il y a 3-4 ans, quand on mène un projet éditorial. Aujourd'hui, la question de la distribution et l'éclatement des circuits de distribution est quelque chose qu'on doit aborder frontalement au quotidien, ce qui était moins le cas il y a 5 ans. Okay. Richard, tu veux revenir sur la FNAC? Parce que c'est vrai que c'est quand même... Moi, je reviens sur le sujet de la FNAC et de Surcouf, qui sont deux entreprises qui ont été particulièrement innovantes. Hein, quand la FNAC a été créée, c'était quand même quelque chose de très disruptif par rapport à ce qui se faisait. Je crois que c'était dans les années 50, 54, quelque chose comme ça. Agitateur depuis 1900. Et après, voilà, dans les 54. années... voilà, je crois que c'est 54 là, de mémoire. Surcouf, pareil, quand Surcouf a débarqué, ils ont complètement disrupté le marché de la distribution dans le high-tech. Et en fait, la question, c'est la question de l'innovation. C'est-à-dire que comment les entreprises appréhendent l'innovation, et ce qui se passe depuis une dizaine d'années montre que cette innovation s'accélère. Il faut relativement, disons, aller vite. Alors, moi, la FNAC, qui est un sujet que je suis depuis très longtemps, ça me surprenait tout le temps. C'est-à-dire qu'on voyait les price ministers arriver, on voyait tous les acteurs défiler, un grand nombre de pure players dans le digital qui arrivaient sur le sujet de la distribution, et on se disait, mais ils ne réagissent pas. Qu'est-ce qu'ils attendent? Que font-ils? Et la timeline dans le domaine aujourd'hui, c'est plus 10 ans, c'est plus 15 ans. C'est 1 an, c'est 2 ans, c'est-à-dire qu'il faut innover vite, il faut choisir d'une manière très fine, très subtile les innovations sur lesquelles on va s'engager parce qu'elles sont essentielles, et surtout, on ne peut pas se planter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui commet une erreur et qui se trompe de chemin ne se rattrape pas. Et tous les exemples qu'on peut voir, AOL, Yahoo, on peut le retrouver également sur d'autres marques, et justement la FNAC Surcouf, quand ils se trompent de chemin, c'est terminé. C'est-à-dire que la question, elle est double. C'est comment on choisit l'innovation sur laquelle on s'engage et à quelle vitesse on investit sur le sujet. Ouais, et aussi comment on emmène des milliers de salariés qui, très objectivement, angoissent très sévement parce qu'ils savent qu'ils vendent des objets dans des magasins. Quoi. C'est clair. Le gros du challenge, il est là quand même. Exactement. La question, mais il faut réussir à l'appréhender de manière suffisamment fine et suffisamment rapide pour pouvoir le faire. Et la FNAC l'a vu, je veux dire, ils ont vu les price ministers débarquer. Et les mois sont passés. Là, je voyais Michel de Uber. Je veux dire, Uber existe depuis décembre de l'année dernière. On les a vus débarquer. Où sont Taxi Bleu et G7 ? Je veux dire, ils sont en train de se faire laminer sur un segment relativement fort. Mais ils râlent. Non, ils râlent. Si on prend Uber aux États-Unis, l'explosion est totale. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui a 1 an. Mais dans 2 ans, il est évident que Uber aura une position qui sera incomparable. De leader, absolument. Alors, juste un petit point là-dessus, parce qu'il y a aussi un autre phénomène. Parce que l'innovation, oui, mais c'est l'innovation pour faire quoi? Parce que l'innovation, on est dans un monde où on a tellement que finalement, on n'en peut plus aussi. Hein. Si on prend tous les marchés, il y a tellement d'innovation aujourd'hui qu'il faut que ça arrive à s'y retrouver. Et c'est finalement, que porte l'innovation? Et moi, ce que je vois, et je suis en train de développer une petite théorie assez personnelle là-dessus, c'est que on voit un marché qui fondamentalement change. C'est-à-dire qu'on était, et que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans la distribution, dans les services, il se passe dans tous ces marchés une chose qu'on peut voir partout, en tout cas dans les pays développés. La première chose, c'est le développement du low-cost de manière fondamentale. Le web, bien sûr, tu parles de Price Minister typiquement, mais ce n'est pas juste du low-cost, c'est ce qui aujourd'hui est devenu du low-cost high-value. C'est-à-dire que c'est pas cher, mais avec des services de haute qualité. Vous prenez EasyJet, vous n'avez pas l'impression d'être dans des avions pourris. Vous allez chez H&M, il y a des collections faites par des grands couturiers, mais à des prix incroyables. Donc le bas prix est devenu quelque chose qui aujourd'hui apporte de la valeur. Et sur le web, c'est les services qui donnent ça. Et ce qu'on voit au-dessus, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, au-dessus, ce qui était la grosse partie du marché, qui était des produits moyennement chers, et de qualité moyenne, est en train de se réduire comme une peau de chagrin. Et est en train de passer soit vers le bas, soit au-dessus, soit dans les produits dits premium. Pas du luxe, hein, mais des produits premium. Donc la FNAC, finalement, devrait être et a été un produit premium. Au début, peut-être pas, d'ailleurs, c'était casser les prix. Donc il y avait cette notion de low cost, high value. Mais ils sont devenus, finalement, moyenne gamme, sans apporter un service
aussi fort qu'il n'a été. Le service était dépassé par le web, et donc ça pose un problème réel. Et ça, on le voit partout. Regardez l'automobile. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se porte bien? Hyundai, Kia, BMW, Audi. Bien sûr. Mais nos marques françaises, qui fabriquent des produits de qualité moyenne à un prix moyen, deviennent finalement chères comparé à ça. Non, c'est clair. Ce qui est assez intéressant, là, c'est un échange qu'on avait avec Jacques-Antoine Grandjean hier. Apparemment, sur les requêtes aux États-Unis, sur la recherche du prix, la recherche sur Amazon est passée devant Google, en fait. Et donc, la question à se poser, c'était les échanges qu'on avait avec lui, c'est est-ce que, du coup, les gens vont aller, pour le prix, ils vont aller automatiquement maintenant dans Amazon, parce qu'on va être bientôt à terme livré dans la journée. Et qu'est-ce qui reste justement comme place pour les pure players e-commerce et donc lui, sa vision, c'était de dire justement, nous, via l'émotion, via les ventes privées et autres, on arrive justement à être sur un autre mode d'achat qui est le seul qui va survivre, qui sera celui basé sur l'émotion et pas sur le prix. Voilà. Je ne sais pas comment vous analysez. Alors de mon côté, si je peux apporter Vas-y. l'éclairage sous mon angle de vue, donc on me soumet des projets et je vois 3 types d'innovations. Donc effectivement, les entreprises cherchent à se renouveler, elles ont raison et c'est la condition à leur survie. La première innovation, c'est le produit innovant ou le service qui va être proposé. La deuxième, c'est le mode de fonctionnement de l'entreprise. Et je crois qu'une entreprise qui fonctionne, sauf pour certains, bien sûr, corps de métier, mais de manière encore archaïque et qui n'a pas, par exemple, utilisé tous les moyens de mutualisation de l'information. Donc, pour certaines entreprises, c'est primordial. Ça permet d'être au devant de la scène et toujours force de proposition. Et le troisième type d'innovation, c'est les modalités de commercialiser. Donc toutes les entreprises qui vont s'adapter à ces nouveaux modes de commercialisation pour prendre tous les canaux. Parce que s'ils ne les prennent pas, d'autres les prennent. Et on voit effectivement d'un côté les startups qui proposent une innovation optimale et les grandes entreprises qui leur courent après pour qu'on ne leur prenne pas le marché. Ouais, French Web, est-ce que tu vois par rapport à tes interactions avec toutes les startups avec qui tu échanges, des nouveaux acteurs qui arrivent et qui se lancent dans le e-commerce, sachant qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de players, et que les historiques... C'est justement ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement énormément d'acteurs, on pourrait se dire que les positions sont prises, et en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'au quotidien, on rencontre, on croise des créateurs d'entreprises dans le e-commerce. D'ailleurs, eux ne se voient pas du tout comme des e-commerçants. Je vais prendre l'exemple d'un jeune entrepreneur qui vend des piscines hors sol qui ne les vend que par Internet. Et quand je lui pose la question pour lui, c'est un vendeur de piscines. Il ne se voit pas du tout ni comme un acteur du digital ou un e-commerçant. Et en l'espace de 2 ans et demi, il est devenu numéro 2 de son secteur. Et ça, on le retrouve dans, je dirais, toutes les catégories. Je vais prendre par exemple l'exemple de la jardinerie avec les jardins de Catherine. Et Catherine, justement, elle a créé une société en 4 ans et demi qui est devenue une société qui fait aujourd'hui un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont une 50aine de personnes, alors qu'il y a du Leroy Merlin, du Bricorama, etc., qui sont sur le secteur. Et aujourd'hui, positionner une entreprise sur le territoire du e-commerce, c'est facile, c'est possible, mais disons, quand je dis c'est facile, à une condition justement de l'appréhender de manière traditionnelle et de l'organiser d'une manière absolument, d'utiliser l'Internet comme un canal et rien d'autre. Très bien. On va bientôt conclure ce petit café. Quels sont un peu pour vous chacun les sujets à suivre ces prochains jours La suite des pigeons. Alors, moi, je vais le reprendre. Il y a une news qui m'a marqué aujourd'hui. C'est l'arrivée de SoftBank aux États-Unis. Donc, SoftBank, c'est l'un des principaux acteurs japonais. SoftBank qui essaye de racheter Sprint, donc, qui est le 3e opérateur télécom américain. Là, on parle de 15 milliards d'euros de coûts d'acquisition, disons, qui est le prix de Sprint aujourd'hui. Ce qui me marque, et on en parle sur le marché européen, il va y avoir une énorme concentration au niveau des opérateurs télécoms. Il est évident que leur nombre va se réduire. En France, on en a 4 et il est relativement clair que dans les 3 ans qui viennent, il y en aura 3, voire 2. On pourrait penser légitimement à un rapprochement entre, par exemple, un Orange et un Deutsche Telekom. On pourrait trouver ça logique. Mais pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, Orange, c'est une capacité d'investissement d'à peu près 10 milliards d'euros.
en tant que tel. Deutsche Telekom, c'est à peu près le même chiffre. Si vous prenez justement un NTT ou si vous prenez un SK Telecom, qui est le premier opérateur en Corée, ce sont des opérateurs qui aujourd'hui ont plus de 100 milliards d'euros dans les poches. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité d'investissement qui est 10 fois supérieure à celle des acteurs qui sont majeurs dans notre pays. Et je pense que l'une des tendances que l'on va voir dans les 2-3 années qui viennent, c'est véritablement l'arrivée d'acteurs asiatiques, que ce soit Asie du Nord ou Asie du Sud-Est. Ils ont énormément de moyens, ils ont énormément d'ambition. On l'a vu en Corée là récemment, ils ont vraiment bâti en l'espace de 15 ans une véritable industrie où ils ont, avec Samsung, avec SK Telecom, avec SK Planet, et la liste est longue, créé véritablement des sociétés qui ont une volonté, une rage d'aller à l'international. Et il est évident qu'on va les voir débarquer sur la partie télécom et services. J'invite d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent, tout à l'heure au moment du buffet, revenir dans la salle. Il y a une diffusion exclusive du film Trends de French Web. Tu peux le pitcher 2 minutes. On l'a diffusé hier, il y avait énormément de gens dans la salle. Alors on a fait une diffusion hier midi, on la refera, on reprojettera le film ce midi. Trends, c'est un cahier de tendance. Là c'est notre premier pilote, c'est notre pilote. Il est sur le sujet de la vidéo, c'est-à-dire qu'on essaye de montrer quels sont les usages dans le domaine de la vidéo, quels sont les nouveaux services, quels sont les modèles économiques qui sont derrière, quel type d'entreprise développe aujourd'hui ces outils, ces nouveaux services. Et on a fait ça à travers le monde, c'est-à-dire qu'on a été voir justement qu'est-ce qui se passe en Corée, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe en Russie, qu'est-ce qui se passe en Europe. Et on a fait ce tour du monde, montre à quel point il y a des différences en termes d'usage, en termes d'appréhension et en termes d'ambition entre les différents acteurs. Et pour conclure sur ce sujet, et c'est vraiment nous ce qui nous marque et vraiment le motto de French Web, c'est aujourd'hui la France est vraiment pionnière en matière de digital. Et si je prends justement le domaine de la vidéo, on a l'un des plus beaux services d'IPTV qui existent dans le monde, c'est-à-dire que l'offre qui est développée par à la fois les opérateurs, mais à la fois les producteurs de contenu ou les plateformes comme Dailymotion, est d'une qualité absolument incroyable. Et ça, on le retrouve également dans le e-commerce, on le retrouve également au niveau des agences, on le retrouve également au niveau des startups, notamment, je pense à Melty qui est au premier rang. Aujourd'hui, la France innove d'une manière incroyable en matière de digital. Je pense qu'il faut qu'on le dise un peu plus, il faut qu'on le montre un peu plus, et il faut qu'on s'exporte un peu plus. Ça marche. Merav ? Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les services très innovants, les produits innovants qui sont proposés par des sociétés comme Google et qui rencontrent ces difficultés à se conformer à notre droit français et plus généralement européen sur les données personnelles plus particulièrement. D'accord. Freddy ? C'est une nouvelle, il y en aura plein, il y aura surtout celles qu'on n'attendra pas, qui viendront nous surprendre, Dieu merci, parce que c'est pas possible, mais il y en aura toujours des démonstrations de nouvelles choses qui arrivent, sinon on s'ennuierait. Je pense que le véritable enjeu, en tout cas dans les 2 ans à venir, c'est de décider si on a envie de se sortir du merdier dans lequel on est ou pas, ou si on a envie de se taxer encore plus pour s'y enfoncer plus rapidement. Donc ça, c'est pour moi l'enjeu principal. Et cet enjeu, il vient avec une responsabilité extrêmement forte pour tous les dirigeants, pour tous ceux qui soient d'ailleurs journalistes, qui soient dirigeants d'entreprise ou dans une entreprise, c'est celle de... Et je pense que c'est fondamentalement la responsabilité de chacun d'entre nous d'aider et de pousser à l'innovation. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire sur les startups, pour aider les startups, tout ce qu'on peut faire pour se dire comment est-ce que je transforme mon produit en service, comment est-ce que j'utilise toute la data qu'on a aujourd'hui, qui est colossale, pour créer un service, et pas juste pour vendre ou créer des bannières encore plus sur le web. Donc qu'est-ce que l'on peut faire pour réellement mettre de l'innovation et de la créativité dans ce qu'on fait aujourd'hui? Si on ne fait pas ça, il se passe quelque chose de très simple. Tu as parlé de la Corée, il y a aussi la Chine. Le marché de la Chine est en train de ralentir puisqu'ils n'ont plus les pauvres, une croissance à 1 chiffre, mais ce qui pour eux est dramatique. Donc ça veut dire qu'ils se sentent lésés, baisés, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sortent et ils viennent racheter chez nous. Donc si on ne le fait pas, d'autres personnes viendront nous transformer en copieurs, et ça, c'est pas tolérable. Donc nous allons essayer de continuer à pousser à la fois les startups et l'innovation créative. Très bien. Le mot de la fin, Europe 1.
Non, jamais, quand même, faut pas exagérer. Non, tu as raison. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on l'implante, l'innovation. On essaie de le faire en interne. Je parlais du lab tout à l'heure. C'est très compliqué. Il faut convaincre nos patrons, nos managers, nos actionnaires qu'il est plus viable à court et moyen terme de le faire en interne. Ça, c'est un message pour qui voudra bien l'entendre. Sur l'information, rapidement, j'attends moi la réplique des pigeons, c'est-à-dire quel autre type de mouvement va s'inspirer des pigeons sur peut-être sans doute toute autre chose. J'attends surtout la réaction à la réplique des pigeons, c'est-à-dire comment les corps intermédiaires vont ou pas s'approprier, puisque ça sera le match retour, cette lutte. Et puis troisième chose, mais ça tu as tout dit, la vidéo, la révolution de la vidéo, c'est plus la révolution du mobile, de l'endroit où on va consulter la vidéo que la vidéo en elle-même. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, à Europe 1, on restructure beaucoup le projet autour de la vidéo en différé, mais surtout du streaming. Je ne veux pas vous abonder de chiffres, parce que l'idée n'est pas de vous filer des communiqués de presse, mais on a doublé l'écoute, qui en l'occurrence est plutôt la consommation vidéo d'Europe 1 en direct, en digital, parce qu'on stream l'antenne d'Europe 1 de 7h à 11h30 tous les matins. Donc de plus en plus, vous allez regarder la radio le matin. Je sais, vous allez dire, mais non, c'est pas vrai, les chaînes d'infos, je regarde pas, c'est pas possible. Mais vous allez le faire parce que vous aurez demain une tablette à 100 € sur laquelle vous pourrez faire tomber de la confiture au petit déjeuner, ça sera pas grave. Et c'est ça qui va s'imposer. Voilà, donc ça c'est mon obsession du moment, puisque c'était ta question. Voilà, ce sera le mot de la fin, parce qu'on est un petit peu à la bourre. Voilà, et puis bonne journée à vous. Merci beaucoup, on peut les applaudir.